Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus cet après-midi. C'est un plaisir toujours renouvelé de pouvoir se rencontrer pour à la fois se connaître, se reconnaître, échanger sur des contenus. La chaire éthique et gouvernance d'entreprise a fait un choix il y a quelques années déjà en abordant cette thématique, un choix d'organiser des événements comme celui d'aujourd'hui, où on donne le temps aux gens pour s'exprimer. Alors c'est une lame à double tranchant, puisque d'un côté, j'espère que les échanges seront riches, intéressants, mais en même temps, ça veut dire que les séances sont relativement longues, et vous voyez, pour avoir 2 tables rondes avec 7 personnes en tout, on prend une après-midi. Du coup, les gradins sont clairsemés, parce que malheureusement, on a du mal à capter des gens pour une après-midi complète. Bon, ça va peut-être se remplir au fur et à mesure, on va voir ça. Alors le thème de la gouvernance éthique, la tour de Babel du management, point d'interrogation. D'abord, c'est en fait une super question, parce que vite, qu'on réponde oui ou qu'on réponde non, on dira la question était bien posée, donc c'est parfait. Le thème, en fait, est très proche de ce qui se passe dans l'actualité, même si on en a parlé il y a déjà plusieurs mois pour souhaiter, mais finalement, l'actualité ne fait que nous donner raison de nous poser cette question-là. Parce que les petites affaires, les grandes affaires, les divulgations massives d'informations ou les divulgations microscopiques d'informations nous montrent que finalement, la problématique de gouvernance est complexe. Et surtout, elle fait appel à un moment donné au sens des valeurs, au sens qu'on donne à l'entreprise, au sens qu'on donne à la mission générale de l'entreprise. Et ce sens-là, il est souvent construit, contrôlé, organisé par les conseils d'administration, les conseils de surveillance. Et j'en veux pour exemple eh bien, le forum de recherche de l'Institut français d'administrateurs qui a eu lieu hier après-midi, avec lequel je participais, et où la question c'était gouvernance et éthique. Donc, on ne peut pas faire plus proche. Et où là, on avait plus de monde. Et où la question restait de comprendre ce que c'était. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant ici aujourd'hui? C'est qu'il y a des travaux de recherche sur les conseils. Il y a des travaux de recherche sur les structures de régulation, le droit qui encadre les structures des sociétés. Mais il y a, à notre connaissance ici, peu de recherche sur cet étrange animal qu'est l'administrateur. Alors pourquoi étrange animal? D'abord parce qu'il est discret, on peut le comprendre. Il détient une information et un pouvoir substantiel. Il est aussi sous le feu des projecteurs parce qu'il préside à la destinée quelquefois d'organisations importantes, aux impacts tout aussi importants, voire plus importants que la taille de l'organisation. Et puis que quelque part, c'est construit dans l'inconscient collectif ou la culture collective sociétale, l'idée d'une sorte de fantasme de l'administrateur, des gens dans des tours d'ivoire, des gens qui ont des secrets, qui parlent contre eux. Enfin là, on peut imaginer tout ce que l'on veut derrière. Alors l'idée, c'est de voir ce que nous avons à dire ici, autour de la table, autour de ce sujet-là, autour de l'administrateur. Donc on a fait un focus sur l'individu, et non pas sur le conseil en lui-même ou la structure de gouvernance. Quelque part aussi, c'est peut-être pour ramener de l'humanité, on est dans la notion d'éthique, de ramener de l'humanité, c'est-à-dire que finalement l'humanité qui doit retourner dans l'entreprise, elle se fait au niveau des individus, mais aussi des managers intermédiaires et du top management. Donc voilà, comment sont ces gens-là? Donc, 2 tables rondes. Une première où on va parler de ce que moi j'ai à un moment donné finalement interprété comme étant une spécificité très française, même si elle existe ailleurs, mais peut-être avec moins de structuration, c'est l'administrateur salarié. Avec autour de la table, donc 3 personnes qui vont nous parler de ça. Dans l'ordre, Stéphane Jaumier, qui est postdoctorant, mais qui va nous parler de l'administrateur salarié
dans une structure particulière qui est la coopérative, où finalement il pourrait y avoir une confusion, enfin une complexité dans la perception du rôle, de l'image, des relations, etc. Et ça, finalement, c'est un élément aussi intéressant parce que la coopérative, qui était quelque chose, je me souviens dans les années 70, quand j'étais, oui, gamin, quand on parlait de coopérative, c'était une sorte de, comment dire, de truc lunaire, voilà. Il y avait une sorte d'idéal post-68 art de la coopérative, voilà. Là, aujourd'hui, non, ça se structure, ça grandit, ça s'approprie des domaines d'activité qui n'enlèvent pas que de la coopérative agricole, voilà, où on distribue du lait, de chèvre, mais on voit des activités industrielles, des activités de services qui rentrent là-dedans. Donc ça veut dire que cette mutation de la société a à faire écho avec le questionnement de mais que sont ces administrateurs de structures particulières. Ensuite, Hélène Tissandier, qui est professeure de droit ici et qui nous parlera du droit associé à l'administrateur salarié, bien évidemment, avec une question fondamentale, c'est est-ce que finalement il aide l'administrateur salarié dans son travail de tous les jours à clarifier sa position ou pas? Et puis Jean-Frédéric Dreyfus, qui est administrateur salarié, qui nous fait plaisir de faire écho en fait à nos questionnements et à venir discuter, donner son point de vue. Alors vous remarquerez au passage que voilà, le but du jeu, c'est de mettre en écho, pas de la théorie, mais des approches avec des méthodes de recherche, et puis un point de vue opérationnel. La deuxième table ronde, qui démarra après une courte pause café que l'on fera tout à l'heure, parlera de l'individu. Cette fois-ci, on va vraiment rentrer sur le personnage, avec 4 interventions cette fois-ci. Alors, je suis désolé, je ne les ai plus dans l'ordre en tête, comme quoi je ne suis pas bon. Voilà. La première intervention, c'est un travail de recherche qui est en cours de finalisation sur l'éthique de l'administrateur et sa sensibilité éthique, avec une équipe franco-québécoise qui est fortement représentée ici aujourd'hui. On parlera ensuite avec François-Xavier Dudouet et Antoine Dion, en sociologie sur la construction des réseaux d'administrateurs au niveau européen. Et les deux premiers thèmes sont intimement liés, on verra pourquoi. Enfin, on aura le plaisir d'accueillir, il arrivera en fil d'après-midi, Daniel Lebègue, donc président d'honneur de l'Institut français d'administrateurs, président de Transparency International France et président de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociale de l'entreprise, pour justement témoigner de ce qu'est la problématique de l'administrateur au quotidien. Et puis enfin, nous terminons avec Tiffen Campernol, qui viendra nous parler de la relation étroite entre l'administrateur et son comité d'audit, qui est un organe extrêmement fréquent et sollicité dans nos organisations. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Je reste avec vous, hein, bien évidemment. Non, je vous laisse finalement. Voilà, je propose donc qu'on démarre tout de suite. Stéphane, merci beaucoup. Et on te donne la parole et je vais donner une télécommande en plus. Et merci à toi, Olivier, pour ton invitation qui me permet de présenter un aspect de mes recherches. Donc, je suis très content d'être là aujourd'hui. Alors, je suis postdoctorant ici au sein de la chaire éthique et gouvernement d'entreprise. Je travaille principalement sur les organisations démocratiques, les coopératives de salariés en particulier. Je regarde notamment comment évoluent en fait au sein de ce type d'organisation les rapports de pouvoir. Alors cet après-midi, je vais vous parler d'une coopérative en particulier que j'ai étudiée en fait pendant une durée assez longue parce qu'elle me paraît présenter en fait des caractéristiques qui sont assez intéressantes, des caractéristiques susceptibles en fait d'apporter un regard quelque peu décalé sur le rôle des administrateurs salariés. Alors je vais tout d'abord vous présenter brièvement cette coopérative que je vais désormais appeler Scopix, avec ses règles de gouvernance officielles, et puis ensuite je vais essayer d'expliquer certains aspects moins visibles de son fonctionnement qui vont venir quelque peu questionner la fonction réelle des administrateurs salariés au sein d'une organisation qui se veut comme celle-ci égalitaire et démocratique.
vous fallait au moins la salle du conseil du bâtiment de l'OTAN et 8 personnes autour de l'ordinateur pour lancer un PowerPoint, hein, vous aurez compris. Car pour celles et ceux qui ne savaient pas, mais ici c'était le siège de l'OTAN, avant que ça ne quitte la France, c'était quand même la salle du conseil de guerre. Heureusement qu'ils n'avaient pas PowerPoint à l'époque. J'en profite pour fluidifier la discussion et pour s'assurer que tout le monde ait vraiment le temps de parole. En fait, on fera les 3 présentations, l'une derrière l'autre, et ensuite on se prendra la demi-heure ou les 3 quarts d'heure pour discuter ensemble sur les 3 thématiques qui ont été abordées. Donc ne vous inquiétez pas si on passe d'une présentation à l'autre directement. Merci Stéphane. Alors, mes excuses pour ce contretemps. Ok, ça fonctionne. Alors, je commence par introduire quelques éléments de cette coopérative, donc Scopix. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai indiqué, il s'agit d'une coopérative de salariés, hein, donc pour clarifier, c'est-à-dire une organisation dont les salariés sont à la fois les propriétaires et qu'ils contrôlent démocratiquement, en fait, hein, en suivant ce principe une personne, une voix. Alors, la coopérative a été créée il y a une trentaine d'années environ, sous le statut juridique de SCOP, hein, pour Société coopérative et participative. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans les activités de tôlerie. Donc on peut voir à l'écran, hein, sur les photos un peu sombres, hein, quelques parties de l'atelier. Alors cette coopérative, elle compte aujourd'hui 25 salariés qui sont tous, à une ou deux exceptions près, également associés. La règle étant qu'un salarié devient associé au bout d'un an passé au sein de la coopérative. Alors, afin d'étudier cette organisation, donc j'ai effectué ce qu'on appelle une ethnographie, hein, c'est-à-dire que j'ai travaillé au sein de l'atelier, en fait, pendant un an, de septembre 2013 à septembre 2014, hein, afin de comprendre son fonctionnement, en me situant vraiment au plus près, hein, de l'expérience vécue quotidienne des coopérateurs. Alors, pourquoi avoir choisi d'étudier cette coopérative en particulier ? Notamment en raison de sa gouvernance, qui se distingue de celle qu'on peut trouver en fait habituellement dans des coopératives de cette taille-là. Alors, comme vous pouvez le voir en fait sur cet organigramme simplifié, donc Scopix fonctionne avec un conseil de surveillance et un directoire, hein. On a un conseil de surveillance qui est composé de 3 personnes qui sont élues par l'ensemble des salariés pour un mandat de 6 ans, et puis un directoire composé également de 3 personnes, hein, qui sont désignées par le conseil de surveillance pour une durée de 4 ans. On a donc 6 administrateurs salariés, en fait, hein, 3 sans responsabilité exécutive, hein, au sein du conseil de surveillance, et puis 3 avec une responsabilité exécutive au sein du directoire. Alors ces administrateurs, ils représentent les salariés, mais on peut dire en même temps qu'ils représentent les actionnaires, hein, puisque les salariés sont également propriétaires de l'entreprise. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le conseil de surveillance et le directoire, hein, tout au moins dans leur configuration actuelle, sont composés quasiment exclusivement d'ouvriers, en fait, hein, de l'atelier. Et c'est vraiment un élément qui distingue Scopix des autres coopératives de cette taille, parce qu'elles sont généralement dirigées par un directeur général qui est un manager professionnel, c'est-à-dire dont c'est le métier, qui a la formation qui va avec. Donc c'est tout ça qui m'a poussé à m'intéresser à cette coopérative, en fait. Et pour vous dire, il y a vraiment une pression institutionnelle au niveau de l'environnement des coopératives qui les pousse d'ailleurs à avoir un directeur général. Alors j'ai reproduit ici les propos en fait de la consultante, hein, de l'Union régionale des SCOP, hein, qui est en charge du suivi de Scopix, et voici comment elle s'adresse en fait aux 3 membres du directoire. Et elle leur dit: il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un directeur général, hein. Si toutes les autres SCOP ont un directeur, ce n'est pas un hasard, hein, c'est parce que c'est un modèle éprouvé que ça fonctionne bien. Alors chez Scopix, il n'y a toujours pas de directeur général, ça fait 30 ans qu'il n'y en a pas et ça fonctionne quand même plutôt bien. Alors, un élément qui m'a en fait rapidement frappé en fait, hein, au sein lors de mon passage sur le terrain en fait, hein, c'est-à-dire dès les toutes premières semaines, voire les tout premiers jours, chez Scopix, hein, c'est que les chefs en fait sont chez Scopix des chefs sans pouvoir. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Alors pour commencer par le conseil de surveillance, c'est un conseil qui ne surveille pas grand-chose. Être élu au conseil de surveillance, c'est avant tout un signe de popularité parmi ses collègues.
Et les membres du conseil de surveillance, une fois qu'ils ont désigné le directoire, semblent se désintéresser assez vite de son travail. Donc la responsabilité de la gestion de l'entreprise, elle repose essentiellement sur le directoire, mais là aussi, c'est une vision très théorique. Donc les membres du directoire, ils doivent déjà continuer à assurer leurs tâches dans l'atelier. Donc ils n'ont que quelques heures par semaine à dédier à leur fonction de direction, essentiellement en dehors en fait des horaires de travail. Et qui plus est, ils semblent vraiment avoir quasiment aucune influence en fait sur les orientations de la coopérative. Alors c'est exactement la même chose au niveau des responsables que j'ai positionnés au niveau inférieur de l'organigramme. Eux aussi ne semblent avoir à peu près aucune autorité en fait sur ceux qui leur sont en théorie subordonnés. Alors, partant de là, les questions auxquelles j'ai essayé de répondre sont les suivantes. Donc, quel est l'intérêt en fait d'élire et de nommer des chefs, entre autres ces administrateurs salariés, si ceux-ci sont en définitive sans pouvoir? Quelle est donc la fonction en fait de ces chefs qui n'ont aucun pouvoir? Et puis également, deuxième question, par quel mécanisme en fait ces chefs sont-ils privés de tout pouvoir, alors qu'il existe pourtant à la base des règles de gouvernance qui sont destinées, au moins en apparence, à leur conférer une certaine autorité? Alors, afin de répondre à ces questions, et dans la mesure où on trouve assez peu de réponses dans les sciences de gestion, en fait, les sciences de gestion nous renseignent assez peu sur ce concept, cette notion de chef sans pouvoir. Alors, je me suis appuyé sur les travaux de deux anthropologues principalement. Alors, le premier de ces anthropologues, c'est Pierre Clastres, qui a travaillé sur les sociétés sud-américaines, notamment les Guayakis puis les Guarani. Certains d'entre vous connaissent peut-être La Société contre l'État, qui est un de ses ouvrages les plus connus. Et ce qu'explique en fait Clastres, c'est que ces sociétés en fait sans État qu'il a étudiées ont pour objectif prioritaire d'assurer l'homogénéité de leur corps social. Donc il n'est donc pas question, en ce qui les concerne, qu'il y ait une séparation qui s'opère au sein de la société entre ceux qui commanderaient d'un côté et puis ceux qui obéiraient de l'autre. Alors par conséquent, le chef indien ne peut donc être qu'un chef sans pouvoir. Alors vous allez me demander pourquoi avoir un chef dans ces conditions. Parce que selon les Indiens, c'est en nommant le pouvoir, en lui assignant un lieu, qu'on peut plus facilement le subvertir et puis le rendre in fine sans effet, en fait, ineffectif. Et Clastres explique ensuite le mécanisme sur lequel ça repose. Donc on confère au chef un privilège exorbitant, en l'occurrence celui de la polygamie, et ce privilège il est tellement exorbitant que cela met le chef en fait en position de dette infinie vis-à-vis du groupe. Donc quoi qu'il fasse, il lui sera impossible de rembourser cette dette. Donc cela autorise en conséquence les membres de la tribu à opérer une forme de pillage continu sur ses biens, à exiger de lui une production de discours permanente également, il doit être généreux de ses mots, et cela les autorise également à priver le chef de tout pouvoir, en fait, par tous les moyens appropriés. Alors Classe conclut en disant que le chef sans pouvoir est en fait le résultat de l'effort permanent des membres de la tribu pour empêcher les chefs d'être des chefs. Empêcher les chefs d'être des chefs, c'est vraiment ça l'intérêt. Et le deuxième de ces anthropologues est américain, il s'appelle Christopher Boehm, et il s'est intéressé à la fois aux primates et aux humains, il continue de s'y intéresser. Il utilise notamment une approche évolutionniste en fait, pour étudier par exemple la façon dont les comportements altruistes ont pu évoluer dans le temps, au cours de l'histoire. Et ce que montre Boehm en fait, en se penchant sur des centaines de travaux ethnographiques, c'est que le modèle en fait, de société analysé par Clastres dans le contexte sud-américain est en fait très répandu. Donc on le retrouve chez les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les sociétés tribales du monde entier. Alors pour décrire ce modèle, il utilise le terme de hiérarchie à domination renversée. Donc on a bien une hiérarchie, effectivement, mais dans laquelle le pouvoir se situe non pas au sommet, du côté des chefs, mais à la base, du côté du groupe. Donc de manière paradoxale, c'est à travers le déploiement d'une hiérarchie formelle que l'égalité, au bout du compte, est atteinte. Alors, et comme chez Classe, ce qui est important de voir, c'est que ça répond à quelque chose d'intentionnel. Classe parlait de l'égalitarisme en termes d'objectifs politiques, et Boehm lui en parle en termes d'éthos égalitaire. Donc c'est là qu'intervient la notion d'éthique qui nous intéresse aujourd'hui. C'est parce qu'il y a cet éthos égalitaire en fait qui est très fort, qui est partagé par le groupe, que cela génère en fait toutes sortes de pratiques visant à recadrer les chefs,
qui essaieraient de se comporter comme de véritables chefs. Alors, Böhm en dresse une liste de ces pratiques. Alors, ça va de choses très quotidiennes comme critiquer, ridiculiser le chef, jusqu'à des choses plus définitives. On va se détourner du chef si ce n'est pas suffisant, ou même voir le tuer, si ça n'est toujours pas suffisant. Alors, muni de cette grille de lecture, en fait, du travail de ces anthropologues, donc j'en reviens maintenant au cas de Scopix, dont on s'était un peu éloigné, la coopérative de salariés que j'ai étudiée. Alors, on y trouve effectivement cet ethos égalitaire présent au plus haut point, j'ai envie de dire, et c'est donc cet ethos égalitaire qui commande que les chefs n'aient pas de pouvoir. Alors qu'ils soient administrateurs salariés d'ailleurs, ou les autres responsables que j'ai fait figurer en fait sur l'organigramme. Et c'est également cet ethos égalitaire en fait, qui donne lieu à toute une série de pratiques destinées à maintenir les chefs à leur place. Alors, dans le cadre de Scopix, j'ai pu identifier principalement 3 types de pratiques de cet ordre, que je résume à l'écran. Alors, pour faire court, donc, premièrement, les coopérateurs affirment en permanence et ouvertement le refus de la division entre les chefs et les coopérateurs. Alors ça contribue d'entrée de jeu à limiter de manière finalement préventive les ambitions des chefs en termes de pouvoir. Deuxièmement, les coopérateurs en fait critiquent et demandent des comptes à leurs chefs de manière incessante. Et ça contribue à mettre les chefs en quelque sorte dans une position de dette infinie vis-à-vis des coopérateurs. Quoi qu'ils fassent, ça n'est jamais assez bien, ça n'est jamais suffisant en fait. Et puis troisièmement, les coopérateurs utilisent un humour que je vais qualifier de potache en fait pour ridiculiser les chefs. Alors, en conséquence de ces pratiques, la position d'administrateur salarié au sein de Scopix, c'est une position qui est très difficile. Environ la moitié des administrateurs, d'ailleurs, ne terminent pas leur mandat. Donc, afin de vous donner une idée de ce statut particulier et des difficultés que ça engendre, j'ai reproduit un échange entre chefs. Alors, vous verrez qu'un échange entre chefs chez Scopix, ça ne ressemble pas vraiment à un échange entre gens très sur deux, etc. Ça ressemble plutôt à ce qu'on peut entendre dans une thérapie de groupe. Donc, dans cet échange, c'est un des membres du directoire qui s'adresse aux 2 autres membres du directoire à la fin d'une journée qui avait été particulièrement éprouvante. Et il dit, on parle souvent de harcèlement pour un employé, mais est-ce qu'il ne faudrait pas parler de harcèlement pour un directoire? Alors, pour conclure mon intervention, donc j'ai essentiellement 2 enseignements que je voudrais partager. Donc le premier, c'est que dans des organisations très égalitaires, très démocratiques, comme peuvent l'être certaines coopératives, les administrateurs salariés peuvent avoir une fonction très particulière qui consiste finalement à occuper le lieu désigné du pouvoir. Mais ce lieu désigné du pouvoir, il est justement désigné comme tel pour être plus aisément en fait, privé, in fine, de toute forme d'autorité ou de pouvoir. Et puis le deuxième enseignement, puisqu'on parle aujourd'hui de gouvernance, c'est d'insister sur certaines limites en fait, des perspectives axées sur la gouvernance. Donc, dans le domaine que j'ai étudié, à savoir les organisations démocratiques et puis en particulier les coopératives, l'essentiel de la littérature est dominé par ces questions de gouvernance. Alors, ça se justifie en partie dans la mesure où il y a vraiment des problématiques qui sont spécifiques liées à la mise en œuvre de ce principe « une personne, une voix ». Par contre, l'aspect gouvernance n'épuise pas complètement le sujet. On le voit bien avec le cas de Scopix, puisque sur le papier, on a effectivement des règles de gouvernance qui sont là pour conférer une certaine autorité, une certaine légitimité au chef. Mais quand on va regarder ce qui se passe réellement au quotidien sur le terrain, on observe au contraire des pratiques qui sont destinées à saper cette légitimité et cette autorité. Donc il faut dans ce cas développer une approche qui va bien au-delà de la gouvernance pour produire une image fidèle de l'organisation et de son fonctionnement. Donc voilà, c'était les quelques éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention.